Bonjour à tous. On va commencer cette table ronde. On a une très très grande salle, ce qui nous permet de respecter les distances sanitaires, c'est parfait. Donc je suis Laetitia Rancurel, je suis la directrice d'un lieu d'innovation et d'expérimentation sur les sujets de la donnée urbaine et de l'expérimentation dans la ville ici à Lyon, qui s'appelle le TUBA. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde dans le cadre du CIDO 2021. Sur les jumeaux numériques des villes, des doubles augmentés au service des politiques publiques. Donc ça tombe bien, on est un petit peu aussi au cœur de ce sujet-là. Tout d'abord, avant de vous présenter nos intervenants, pour les personnes qui ne seraient pas familières, on peut se poser la question de ce qu'est un jumeau numérique, puisque là on va l'appliquer au cas de la ville, mais globalement on peut l'appliquer à beaucoup d'autres secteurs d'activité. Donc c'est un modèle logiciel dynamique d'un processus ou d'un service, d'un produit ou d'un service. C'est Gartner qui nous le décrit comme ça en 2017. Alors ce modèle peut être plus ou moins sophistiqué. Dans certains cas, il s'agit d'une simple représentation, mais le jumeau numérique se traduit souvent en un modèle 3D plus sophistiqué. Celui-ci fonctionne via la collecte d'une combinaison de données. Donc vous verrez sur cette table ronde qu'on a effectivement la partie acquisition de données, la partie ensuite le fait que ces données se parlent et ensuite l'aide à la prise de décision, notamment dans les villes. Donc j'ai le plaisir sur cette table ronde d'accueillir Florent Michels, qui est le directeur commercial et le cofondateur de l'entreprise FutureMap. Ensuite, nous avons Olivier Grandamas, juste à côté de moi, qui est expert risk management chez Cyradail. Et enfin, Tanguy Coenen, qui nous vient de la Belgique, de Louvain, et qui est programme manager de l'Institut IMEC. Alors, on va découper ce temps de table ronde en plusieurs parties. La première, chacun va se présenter, va présenter l'entité qu'il représente. Ensuite, on rentrera dans pour chaque personne, chaque entité, chacun présentera un détail des projets qu'il mène. On se posera aussi la question et demain, ce jumeau numérique, les freins, les opportunités. Et enfin, on prendra quelques questions dans la salle. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Florent Michels pour qu'il nous présente les activités de FutureMap et bien évidemment de mettre en lumière le lien avec la thématique de notre table ronde. Merci Laetitia. Alors, avant de présenter FutureMap, donc la petite anecdote quand même, c'est qu'on a démarré au TUBA, donc à Lyon. Donc j'étais une des premières personnes incubées, on peut dire, par Laetitia, et depuis on a pu prendre notre envol depuis le TUBA. Donc c'est quand même un tiers-lieu qui nous a beaucoup servi, et notamment pour la compréhension des besoins des villes. Alors FutureMap, nous on est une entreprise spécialisée dans le traitement de données géographiques. Notre objectif, c'est de construire le socle 3D de la ville intelligente. Comme vous l'entendez souvent parler, on parle souvent de ville intelligente, de smart city, et nous on est parti du principe que pour y aller, justement comme la définition le précise, il fallait un socle 3D. Et on a segmenté nos activités suivant 4 thématiques. Les réseaux enterrés, où on va venir produire des plans de synthèse de réseaux 2D, 3D à partir des données existantes. On a une partie qui est liée au bâtiment, pour la modélisation 3D de maquettes numériques qui vont servir à des projets de rénovation, mais également d'exploitation et de gestion de patrimoine immobilier. On a une partie qui est dédiée à l'infrastructure routière et ferroviaire. Donc ça va être des fonds de plans, des plans pour la régénération des voies. Donc c'est vraiment du traitement de données nuage de points, mobile mapping, pour pouvoir générer cette maquette 3D. Et enfin, on a la dernière partie qu'on appelle CityMap chez nous, qui est vraiment la partie qui englobe la modélisation à l'échelle urbaine. Comme ça, avec les différentes couches, on a une modélisation macroscopique des infrastructures routières, ferroviaires et linéaires, les bâtiments et les réseaux enterrés, ce qui nous permet d'avoir un socle 3D. Donc voilà un peu le but de l'entreprise et les services qu'on propose. Bonjour à toutes et à tous. Merci Laetitia. Donc moi, Olivier Grandamas, Risk Manager Expert chez Cyradail. Vous verrez tout à l'heure le lien qu'il peut y avoir entre le jumeau numérique et la maîtrise des risques ou le management des risques. Cyradail, c'est une société du groupe Engie. Cyradail, on est 140. On est basé à Rennes.
et on a des implantations à Lyon, et surtout à l'international, en Amérique du Nord et en Asie. Alors ce qu'il faut comprendre pour vous présenter Cyrradel, c'est la genèse de cette société. Il y a 20 ans que Cyrradel existe, et son cœur de métier, au départ, était la couverture radio. Et donc, nos premières prestations étaient de fournir et d'optimiser pour les opérateurs des réseaux le meilleur emplacement possible pour les antennes et assurer la couverture optimum au coût optimum. Et donc, on a fait ce type de prestation. Mais en fait, quand vous faites ça, il vous faut à la fois le moteur de calcul pour optimiser les ondes, la propagation, et ainsi de suite, mais il vous faut aussi le socle, comme on disait tout à l'heure, qui vous permet de... Donc en fait, nous, c'est doté de nos propres moyens opérationnels, nos véhicules, nos lidars, ainsi de suite, pour produire ces jumeaux numériques de base, simples, ce qu'on appelle load 1. On a fait 3000 villes dans le monde, dont 2000 en France. Et sur ces 2000 villes en France, on a la maquette load 1 3D. Load 1, c'est les cubes, c'est les formes, les grandes formes, d'accord, pour optimiser le positionnement des antennes et la propagation des ondes. Donc ça, c'est le métier premier de Cyrradel. Et puis quand vous avez tout ça sur étagère, ben vous en faites quoi? D'où, en fait, le passage de Cyrradel vers chez Engie, puisque Engie, autour de l'énergie et tout ce qu'on fait aujourd'hui, toutes nos missions zéro carbone et ainsi de suite, que vous connaissez, les énergies vertes, eh ben, on va se servir de ces maquettes-là pour aller alimenter des jumeaux numériques. Donc voilà un petit peu la genèse. Donc en fait, nous, on intervient à 3 niveaux. On peut, bien évidemment, concevoir, produire du 3D, outdoor, indoor, mais après, derrière, c'est ce qu'on en fait, bien évidemment. Et donc là, c'est comprendre. Si j'ai une maquette, je comprends. Mais pour comprendre, j'agrège de la donnée. Donc je fais remonter de la donnée dans mon 3D, ou 2D, si ça suffit, pour pouvoir comprendre le fonctionnement du territoire. D'accord ? Donc on va agréger de la donnée. Et puis après, derrière, qu'est-ce qu'on va faire ? On va simuler. L'idée derrière, c'est si je fais évoluer mon référentiel, quels vont être les impacts différents, et donc qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, alors que ce soit sur l'aspect énergie, comme on l'évoque chez Engie, ou sur d'autres problématiques. Et puis dernier volet qui est pas négligeable, comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi promouvoir. C'est-à-dire promouvoir un projet, c'est que quand j'ai ma maquette 3D, c'est quand même plus facile à expliquer l'impact que ça va avoir, visuel, ne serait-ce que visuel, mais après sur l'ensemble des fonctionnements. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui chez Engie via Cyrradel. Donc c'est promouvoir, comprendre, simuler, voilà les objectifs des Cyrradel. Merci. Du côté d'IMEC, du coup. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation aussi. Je n'ai pas vraiment l'habitude de parler en français. Normalement, je ferais ça plus facilement en anglais. Mais bon, je vais essayer et on verra si ça marche. Donc, IMEC, c'est un centre de recherche belge. On a notre quartier général à Louvain. En fait, ce qu'on fait, c'est pour 80% de la recherche dans le hardware. Et donc, on fait surtout de la recherche sur les puces, les chips, pour les rendre plus petits, plus performants et qu'ils utilisent moins d'énergie. Donc on travaille surtout avec tous les grands producteurs de chips, comme ARM ou Intel ou Samsung. Et on travaille aussi beaucoup sur le Internet of Things. Donc on se construit beaucoup de capteurs et d'actuateurs qu'on peut utiliser dans les villes. Pour les autres 20%, on est plutôt dans le software research. Donc, quand on a tous ces capteurs de Internet of Things qu'on peut réparpiller dans les villes, qu'est-ce qu'on va en faire ? On doit faire quelque chose avec les données qui en sortent en temps réel. Et nous, on travaille sur les algorithmes d'intelligence artificielle ou d'autres algorithmes pour que les données soient vraiment de valeur. Et dans mon département, on travaille sur la transformation digitale avec les gouvernements. Donc on travaille avec des gouvernements locaux comme les villes,
des gouvernements régionaux, comme par exemple la Flandre. Nous, on est basé en Flandre, c'est une région en Europe. Les gouvernements nationaux, comme la Belgique, la France, la Hollande, et aussi les gouvernements supranationaux. On a beaucoup d'activités avec la Commission européenne. Donc, je crois que c'est important de vous préciser que nous, on ne vend pas de jumeaux digitaux. Donc, on fait de la recherche pour comprendre ce que les jumeaux digitaux peuvent, comment ils peuvent aider les gouvernements. Voilà. Eh bien, on va poursuivre sur la partie projet, toujours avec Tanguy, pour rentrer un petit peu plus précisément, maintenant qu'on sait où chacun se positionne dans cette chaîne, on peut dire une chaîne de valeur, ou en tout cas une filière qui est en train de se structurer sur ces enjeux de jumeaux numériques des villes, pour rentrer un peu plus dans les détails, peut-être avec des exemples comme Bruges, comme Athènes, ou des exemples, des sujets autour de thématiques comme la qualité de l'air. Donc, je te donne la parole sur cette partie plus projet et ancrage donc du jumeau numérique, compréhension sur ces sujets. Oui. Donc, je crois que c'est important de vous dire qu'on travaille dans les villes depuis 2016, disons. Et là, c'était encore le Smart City, donc les technologies comme le Internet of Things. Qu'est-ce qu'on va en faire dans des villes? Comment est-ce qu'on peut rendre les villes plus agréables, plus performantes en utilisant ce genre de technologie-là? Et très vite, on s'était rendu compte qu'en fait, ce qu'on peut en faire, c'est essayer de prendre de meilleures décisions. Et donc, en anglais, on appelle ça Decision Support Systems. Donc, à un moment donné, on s'était dit que ça serait intéressant d'avoir de combiner la notion de SimCity, c'est un jeu qu'on jouait dans les années 90, avec la notion de capteur et de données en temps réel pour faire un meilleur support des décisions. Et on s'était dit qu'en fait, quand on combine ces deux idées, on aurait un jumeau digital. Et apparemment, il y avait déjà un projet à Singapour où on était en train de construire un jumeau digital de la ville de Singapour. Donc, en 2018, on a fait le premier prototype de jumeau digital de la ville d'Anvers. On a fait une démonstration, ça a été bien reçu par la politique et aussi par les fonctionnaires et par les chercheurs. Et après, on a commencé plusieurs projets. Un projet est un projet européen qui s'appelle DUET, qui essaye de voir ce qui est une bonne architecture ouverte pour les jumeaux digitaux. Donc, on veut pas... les villes veulent vraiment qu'il n'y ait pas de vendor lock-in. Donc, qu'on peut se ouvrir à plusieurs vendeurs de technologies, que les maps 3D, par exemple, peuvent échanger des données avec les modèles de machine learning, d'intelligence artificielle, par exemple. Donc voilà, on travaille sur un projet européen où on fait des digital twins pour la ville de Pilsen en Tchéquie. C'est une petite ville et je crois que c'est aussi intéressant de voir comment les petites communes peuvent travailler avec ce genre d'outils, que ce ne sont pas que les grandes villes comme Helsinki ou Paris ou Lyon ou Amsterdam qui peuvent travailler avec, mais aussi les plus petites villes. Et on fait aussi un jumeau digital à Athènes, en Grèce, et à la fin du projet dans toute la région flamande. Et une partie de la région flamande, c'est la ville de Bruges. La ville de Bruges avec laquelle on travaille sur un projet de réalisation. D'abord, on s'était dit, la ville de Bruges était intéressée de savoir comment ils pouvaient utiliser les jumeaux digitaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'abord avoir une conversation avec la politique et les fonctionnaires pour comprendre ce que sont les enjeux, les problèmes au niveau de la ville. Et ils ont identifié 3 grands thèmes. D'abord le tourisme, bien sûr, parce que Bruges est une ville très touristique. Ensuite, la mobilité, le trafic, donc les voitures et tout ça dans la ville, et la qualité de l'air. Et on s'est dit que pour nous, la valeur des jumeaux digitaux est dans la combinaison des modèles de données. Donc,
intelligence artificielle ou d'autres modèles qui traitent les données. Ce que nous, on étudie, c'est comment interconnecter plusieurs modèles. Donc, pour une situation comme en Bruges, ils veulent prévoir la qualité de l'air à un moment donné. Pour faire ça, c'est vraiment très, très intéressant de savoir combien de véhicules il va y avoir à un moment, à une certaine place, parce que la qualité de l'air est très dépendante de le nombre de camions, le nombre de voitures qu'il y a dans la ville. Donc voilà, à ce moment-ci, on est en train de regarder si on peut faire une sorte de marketplace, une sorte de marché pour les modèles qui traitent les données dans plusieurs thèmes, pour faire en sorte que si une ville veut travailler sur un jumeau numérique, ils ont une sorte de catalogue qu'ils peuvent consulter pour savoir quelles sortes de problèmes ils peuvent aborder avec leur jumeau numérique. Voilà. Et pour bien comprendre, les données des véhicules, etc., viennent de données de capteurs qui sont opérés par la ville, ou est-ce qu'il peut y avoir aussi dans ces villes des collaborations avec les délégataires, avec d'autres opérateurs pour ouvrir cette donnée ? Oui, donc c'est en effet des capteurs qui sont installés sur les routes, mais on travaille aussi avec les opérateurs télécoms. Pardon. Il y en a un qui s'appelle Proximus, il y a aussi Orange, que vous avez aussi, je crois, et ils nous livrent des données qui sont très, très agrégées, parce que je crois qu'ils sont forcés de faire comme ça du point de vue GDPR, la loi. Et nous, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est d'injecter ces données-là avec un processus qui s'appelle Data Fusion. Donc, on prend une sorte un modèle hydraulique et on injecte plusieurs. Donc, en fait, on prend le réseau routier comme un modèle hydraulique et on injecte plusieurs formes de données pour essayer d'avoir une prédiction du trafic plus granulaire en combinant plusieurs sources de données. Okay. Du côté des données géographiques, FutureMap développe une plateforme d'agrégation, notamment pour y mettre dans ce jumeau tout ce qui est infrastructure. Et comment, du coup, vous y prenez pour développer aussi des systèmes ou des outils pour exploiter ces données ? Effectivement, nous, on a un des plus vieux métiers du monde quand même, ce qui est produire des plans. Donc on ne révolutionne pas en soi les choses. Par contre, l'approche et l'évolution qu'on voit sur la dynamique de la donnée, notamment de la donnée géographique, ça vient aussi de l'impulsion de l'Union européenne avec la directive Inspire, qui tend à ouvrir en fait aussi toutes les données géographiques. Donc toutes les acquisitions réalisées par le public sont mises à disposition. Le Grand Lyon, on a un bon exemple où on peut avoir accès à une orthophoto précise à 8 cm tous les 3 ans. Et la précision va sans cesse augmenter. On a un nuage de points LIDAR qui couvre l'ensemble de la métropole, qui permettent de changer les applications et surtout d'avoir de la donnée existante. Et aujourd'hui, notre but, c'est, dans cette évolution, d'agréger le maximum de données géographiques qui permettent de facilement construire ce jumeau numérique. Donc trouver la donnée open source ou propriétaire, puisqu'il y a des gens qui font de l'acquisition, typiquement les opérateurs de GPS, qui font leur cartographie grande échelle et revendent cette donnée. Donc c'est des capteurs, les Google Street View. Alors Google ne revend pas ces données, mais d'autres le font, pour qu'on puisse l'exploiter. Donc ça veut dire avoir à peu près 80% du territoire couvert sur les axes principaux en France. Donc ça, c'est une des données qu'on peut mettre à disposition et sur lesquelles on va pouvoir développer de nouvelles applications. Alors, il y a deux choses. Il y a la constitution de nouvelles bases de données. Je prends un exemple sur lequel on travaillait récemment, c'est qu'aujourd'hui, la base de données de l'ensemble des ponts en France est un format papier, sans coordonnées géographiques. Et celle qu'on trouve aujourd'hui le plus facilement, c'est celle qui est donnée sur OpenStreetMap. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, à partir de toutes les données qu'on dispose, on peut créer des bases de données qui peuvent servir à faire de nouveaux modèles. Et nous, c'est vraiment cette brique-là qu'on essaye de construire. Agréger la donnée géographique où elle se trouve, puisque si la donnée est disponible, ça évite aussi de faire de nouvelles acquisitions. Donc quand même, c'est des coûts écologiques aussi en moins. La réexploiter pour essayer de produire le meilleur modèle qui convient au meilleur usage. Donc des services de traitement, automatiques ou manuels,
et ensuite des applications qui peuvent être développées. Nous n'avons pas vocation, nous, à développer les applications qui vont derrière, mais être vraiment une brique qui permette d'arriver à faire ce socle 3D, parce que la donnée est existante, essayons de l'exploiter au mieux pour pouvoir justement la rendre après intelligente. Donc ça, c'est un peu vraiment notre vision de ces 10 prochaines années sur l'explosion de la donnée géographique ouverte et de son exploitation qu'on peut faire pour créer des jumeaux numériques et facilement le mettre aussi à disposition, et je rejoins Tanguy sur cet aspect-là, sur des petites collectivités où on se rend compte que l'accès à cette donnée, est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément le même nombre de maîtrises ou les services compétents. Par contre, la donnée existante et les usages et les besoins peuvent rester les mêmes. Donc voilà notre point de vue là-dessus. Très bien. Donc effectivement, ces données géographiques est nécessaire pour alimenter ensuite les couches de données successives qu'on va acquérir, et notamment proposer des scénarios d'interaction entre ces systèmes. Et Olivier, tu voulais nous parler du jumeau numérique versus le jumeau logique, en nous donnant quelques exemples de projets de Cyradail. Voilà. Alors, avant de parler du jumeau logique, effectivement, je vais donner quelques exemples sur le jumeau numérique de ce qu'on peut faire. C'est bien, on a la base, on a le modèle, on a la représentation de D3D, on en fait quoi? Donc derrière, par exemple, comme nous on a travaillé sur les ondes radio, vous l'avez compris, on nous a questionné sur les ondes électromagnétiques, par exemple. Donc du coup, j'ai une antenne, et du coup, comment se propagent mes ondes, et quelles sont, dans un environnement urbain, les cibles les plus impactées par rapport au positionnement notamment des antennes. Donc on a fait des études, par exemple sur la ville de Rennes, pour sortir une cartographie 3D de l'impact des ondes électromagnétiques sur l'environnement. On travaille aussi sur les ondes acoustiques, c'est-à-dire qu'on vient mettre des plugins qui vont nous permettre d'exploiter sur la base du 3D et d'aller faire des calculs, des simulations qui vont permettre de faire des choix et de planifier. Et il y a des choses sympas qui se font sur l'éclairage public. Par exemple, j'ai tel type de lampadaire avec tel type d'ampoule. Mais si je veux changer, si je mets tel lampadaire avec telle caractéristique d'ampoule pour faire des économies, quel va être l'impact sur la luminosité que je vais générer? Donc on fait ce type d'études en amont pour aller optimiser, ne serait-ce que l'emplacement des lampadaires par rapport à leur positionnement, leur hauteur et leur environnement. Et puis on peut faire ce type d'études. En vidéoprotection, un autre exemple qui est assez sympa, c'est je vais mettre des caméras. Ouais, mais je vais voir quoi? Donc du coup, on se sert du jumeau numérique pour aller positionner la caméra et le type de caméra. Est-ce qu'elle est dôme? Est-ce qu'elle est mono-vision? Et donc de ce fait, on va essayer d'optimiser le positionnement de mes caméras. On va se servir de l'ensemble des données du jumeau numérique pour alimenter le raisonnement et l'optimisation, par exemple, de ces caméras. Et puis un petit exemple qui est assez sympa, c'est que quand j'ai fait une modélisation 3D de mon territoire et que j'ai des caméras, on sait superposer l'image de la caméra sur le fond 3D. Donc en fait, vous voyez en direct la caméra, puis vous voyez ce que vous ne voyez pas, de manière statique. Mais en fait, c'est très important dans la couverture et la compréhension de ce qu'il y a autour de l'image dynamique et ce qui a été simulé par le 3D statique. On travaille aussi je vais très vite, mais sur la pollution atmosphérique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, Cyradail, on n'a pas toutes les compétences. On ne dit pas, nous, on a tous les plugins et tous les modules pour aller faire les calculs qui vont bien. Donc aujourd'hui, on travaille sur la pollution atmosphérique avec des partenaires qui, eux, ont les modèles, donc vont s'appuyer sur notre modélisation 3D pour faire les calculs. Et nous, derrière, on va restituer tout ça au niveau du jumeau numérique sous la forme de résultats, sous la forme d'indicateurs qui vont permettre derrière de prendre des décisions et de mieux planifier le territoire. On travaille aussi avec des partenaires sur la mobilité, ça va de soi, et vous voyez que tout ça tourne autour globalement de l'énergie et des services. Je prends 2 exemples rapides pour bien concrétiser. Le premier, c'est l'Île-de-France, qui a mis en place une plateforme numérique, un jumeau numérique, à l'échelle de la région. Et donc le socle, c'est notre 3D, l'Aude 1, il y a 2,5 millions de bâtiments modélisés. Vous allez sur le site sur Internet, il est opérationnel, vous passez sur certains de ces services en 3D et vous naviguez via le web sur une maquette 3D
l'Aude 1, de l'ensemble du territoire et de l'Île-de-France. C'est assez sympa. Après, bien sûr, que le 3D, je me répète, n'est pas un passage obligé par rapport aux services que met en œuvre l'Île-de-France. Mais un point fondamental que je veux évoquer là, c'est que c'est du partenariat. C'est-à-dire que ce service, l'Île-de-France a opté pour dire il y a 125 partenaires publics-privés sur ce projet. Et donc, il y a des contributions, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut, pour que ça soit opérationnel, rentable et utilisé, eh bien, il faut que ça soit dans ce principe-là du partenariat, du partage de données. Cette plateforme Île-de-France, vous pouvez avoir des données qui partent du privé vers le privé, ou qui partent du public, et réciproquement, avec une gestion des droits. Et c'est une plateforme commune. Et ça me semble essentiel. Dernier sujet, et j'arrête là, c'est sur Angers-Loire Métropole, qui, là, on travaille avec eux sur un programme de 25 ans. Je fais exprès de prendre 25 ans. C'est un investissement sur du long terme. Et ce qui est très intéressant dans cette approche-là, c'est que c'est pour une hypervision du territoire. Mais en fait, notre prestation, elle est calée sur les économies et on a un engagement à tenir sur 25 ans d'économie par rapport à l'utilisation de cette hypervision du territoire qui va permettre d'optimiser bon nombre de services pour les rendre le plus prégnants possible et le plus opérationnel et au moindre coût. Et donc là, il y a un engagement de la collectivité, et nous, vis-à-vis de la collectivité, en matière d'économie. Donc vous voyez que, j'ai parlé de partenariat d'économie, mais vous voyez que ça, pour moi, c'est des passages aujourd'hui obligés si on veut faire vivre ce type de plateforme à cette échelle-là. Alors bien sûr, après, il faut ne pas travailler que sur les grandes villes et essayer d'aller dupliquer ce système-là sur des entités plus, mais les choses, comme vous le disiez tout à l'heure, évoluent et vont dans ce sens-là. Très bien. Donc ces jumeaux numériques, on voit qu'en termes de technologie, c'est un petit peu, on va dire, infini. On n'est pas bloqué par la technologie. En revanche, je rappelle juste que le titre de notre table ronde, c'est des doubles augmentés au service des politiques publiques. Et le sujet que je voudrais aborder dans ce troisième temps de la table ronde, c'est les questions d'opportunités et aujourd'hui peut-être de freins à ces appropriations. On a parlé des délais, on a parlé du fait d'établir des partenariats et peut-être aussi réfléchir par où commencer, puisqu'on parle beaucoup d'approches systémiques, mais par où commencer et comment on aide effectivement les villes à prendre des décisions en matière de politique publique. Donc, je voulais repasser la parole à Olivier qui a déjà abordé ces sujets de délai de développement et de rendu avec Angers notamment, mais peut-être qu'on peut approfondir le sujet et puis peut-être donner des exemples de partenariats établis sur le développement de ces jumeaux numériques et bien sûr le lien avec les collectivités. Alors effectivement, là, je l'ai déjà évoqué au préalable, par rapport à l'image qu'on se fait du jumeau numérique, du coût que ça représente, je crois qu'aujourd'hui, il faut, comme tu disais à l'instant, les choses évoluent, les technologies évoluent. On arrive aujourd'hui à lire des maquettes sur du web, ainsi de suite, avec beaucoup plus d'accès de données. Tu évoquais tout à l'heure le fait qu'il faille aussi interconnecter l'ensemble des systèmes. C'est qu'un système ne peut plus être fermé aujourd'hui. J'enfonce une porte ouverte, mais si j'acquiers un système qui est fermé et qui ne permet pas de communiquer, je fais une erreur fondamentale dans les perspectives de pouvoir partager de l'information, de l'acquérir et de la partager. Et donc ça, c'est la notion de partenariat, d'ouverture. Quand on a ce type de projet à l'échelle d'un territoire, je pense qu'il faut vraiment voir ça à l'esprit. Et puis il y a la notion je répète, de partage et d'enjeu économique, parce que j'investis, mais j'investis et c'est quoi mon retour sur investissement ? Donc je pense que l'approche, elle est quand même fondamentale que de se dire, je vais faire des indicateurs qui vont me permettre de mettre le curseur et de juger au fur et à mesure que je développe mon jumeau numérique, des économies potentielles que je vais faire et ce que je vais optimiser de la vie de mon territoire par rapport aux objectifs, être plus vert, être moins de carbone et ainsi de suite. Et ça, c'est fondamental que de partir avec un référentiel que je vais faire évoluer au fur et à mesure, de manière ouverte, avec plusieurs partenaires, mais qui vont me permettre de juger des économies que je vais pouvoir faire. Très
Ensuite, sur cette notion territoire, politique publique, comment on peut faire prendre conscience à nos politiques, à nos élus, de l'intérêt du jumeau numérique. Donc par où commencer, Tanguy, peut-être avec une approche de l'Institut, hors justement contrat commercial, etc. Comment on fait prendre conscience de ces enjeux très technologiques auprès, par exemple, d'un élu qui, lui, n'est pas technique, a priori? Oui, donc ce que nous, on a déjà fait plusieurs fois avec des villes qui veulent commencer avec un jumeau numérique, c'est on a pris le design sprint de 5 jours de chez Google et on l'a adapté pour les jumeaux numériques. Donc ça veut dire qu'on a un Digital Twin Design Sprint, on appelle ça. Ça veut dire que pendant 5 jours, on a une équipe multidisciplinaire qui travaille avec la ville, les élus, mais aussi les fonctionnaires, pour voir comment un jumeau numérique peut aider à réaliser la stratégie digitale numérique de la ville. S'il y en a une, il n'y en a pas toujours une, donc s'il y en a une, là on peut clairement identifier les enjeux, les problèmes, les thèmes, et ça pour nous c'est très très utile. Si ça n'existe pas, on doit essayer de deviner presque ce que sont les enjeux dans la ville, donc c'est un peu plus compliqué s'il n'y a pas encore de document qui décrit la stratégie de transformation digitale. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un jumeau numérique, c'est un Decision Support System. Donc, c'est un outil pour supporter les décisions. Et là, la question qui se pose, c'est quelles sont les décisions que vous voudrez bien supporter dans une ville. Et là, ce qu'on fait, c'est on aide les gens dans la ville, les élus, les fonctionnaires, mais aussi les citoyens, parce que bon, c'est aussi un outil qui peut aider à la participation par les citoyens. Donc on les aide à réfléchir sur les décisions qu'ils voudraient bien supporter. Ce que ça nous donne, alors c'est une très très longue liste de choses qu'on pourrait faire avec un jumeau digital dans la ville. Et là, après, on fait une priorité. On fait ça. Oui, on priorise sur 2 axes. On prend l'axe de l'impact. Donc, si on peut mieux supporter cette décision-là, quel sera l'impact? Il y en a qui ont un grand impact, il y en a qui ont un peu plus petit impact. Et après, le deuxième axe, c'est le feasibility. Donc, est-ce que c'est réalisable en fait? Et combien d'argent ça va prendre? Combien de personnel ça va prendre? Combien de connaissances ça va prendre? Et aussi est-ce que vous avez déjà les données qu'il faut? Parce que ça aussi, ça prend bien sûr des investissements pour les réaliser. Et donc, ce qu'on veut faire en premier lieu, je crois, dans une ville, c'est faire des petits projets, pas des super grands projets tout de suite, mais des petits projets où on priorise les décisions qui ont un grand impact et qui sont assez réalisables. On fait quelques projets comme ça. Nous, on fait des prototypes avant de faire une demande de marché, ça se dit? Oui, une demande de marché. Ouverture d'un marché. Un appel d'offres, voilà. Et nous, alors, on aide les villes à écrire leur appel d'offres parce que nous, on n'est pas un acteur commercial. On aide vraiment les villes à comprendre comment ils pourraient innover avec leurs jumeaux numériques. C'est sûr que c'est séduisant d'avoir des villes, on parlait tout à l'heure de jeux vidéo, mais ça peut être aussi également des supports de communication envers les citoyens pour comprendre aussi, leur faire comprendre leur comportement au sein de la ville. On parle effectivement de qualité de l'air, etc. En termes on finira cette partie et demain, opportunités et freins, avant de prendre quelques questions dans la salle. Côté Future Map, une fois qu'on a effectivement fait cette élévation 3D de la ville et qu'on a ce jumeau numérique
numérique, comment les collectivités prennent des décisions à partir de là. Quel est le process? Est-ce que c'est des choses, est-ce que tu as des exemples? Est-ce que en matière de rénovation d'infrastructures, par exemple, voilà, comment cela peut aider l'action de la ville en matière de politique publique, de renouvellement urbain, etc. Alors, je rebondirai justement sur ce que disait Tanguy, parce que moi je vois l'approche qui est pas forcément dans les recommandations, dans l'ensemble vraiment une approche par le haut, où on va vraiment se poser les questions des objectifs, des décisions, de comment on va faire. Moi, comme je suis plutôt en amont, dans la partie production, je vois plutôt l'aspect, on sait que la 3D, ça va nous servir à quelque chose, on va l'acheter, on va le prendre, qu'est-ce qu'on va en faire? Il va falloir qu'on réfléchisse maintenant qu'on l'a. Et moi, je vois plutôt cette approche on va dire un peu par le bas, et où ils voient des nouvelles technologies arriver, des productions de maquettes, de données, ils disent de toute façon, tout le monde essaie d'en avoir une, donc on va l'acheter, on va prendre, on va essayer d'avancer, et après, ils nous appellent et nous disent comment on fait maintenant? Et alors, on a l'approche après qui intervient et qui dit plutôt, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre enjeu? Et on a eu cet démarrage avec la SNCF, c'était en 2016-2017, où la 3D sur les gares arrivait. Et en fait, on a passé un peu de la même manière, on a passé 7 jours dans les services pour comprendre qu'est-ce qu'était vraiment le métier caténaire, le métier électrique, le métier des sonores, parce que du coup, chaque élément est divisé pour que chaque élément du jumeau numérique, là c'est une maquette qu'on appelle BIM, mais serve à chaque usage. Et c'était vraiment assez intéressant parce que nous, ça nous a permis déjà de monter un cahier des charges précis et de comprendre aussi que les degrés, les niveaux de modélisation ne sont pas les mêmes en fonction des métiers. Et du coup, ça nous permet, nous, d'adapter la production qui doit alimenter aussi les usages derrière. Et c'est un peu aussi dans ces approches-là on va dire, il faut être agile dans l'expression du besoin. Il n'est pas forcément immédiat, mais une fois qu'on a des outils, enfin déjà des éléments de représentation, des idées à faire, on trouve des acteurs qui peuvent les mettre en place et ça permet d'y aller petit à petit. Et pour moi, c'est plus dans cette approche-là que je vois les choses évoluer. C'est plus côté privé que je vois de mon côté que des acteurs publics, mais c'était AP2R aussi qui était parti sur de la maquette 3D pour des projets de rénovation. Puis elle s'est dit, mais on pourrait essayer d'en faire un proto d'exploitation maintenance. Où sont mes panneaux, où sont mes glissières de sécurité, est-ce que tous mes panneaux sont bien conformes? Et du coup, est rentré dans l'usage. Alors nous, on ne va pas aller jusque dans l'usage, mais par contre, on interagit avec les personnes qui vont avoir besoin de la 3D ou des modélisations pour qu'ils puissent développer l'usage derrière. Donc c'est vraiment dans cette approche que je vois. Voilà. Olivier, tu voulais compléter? Là, je voulais juste, tu m'avais interrogé sur le jumeau logique. Alors si vous permettez, je prends 3 minutes. Mais là, il faudra m'arrêter parce que je suis peut-être un peu trop bavard. Mais je vais vous faire comprendre que j'ai ma maquette, j'ai ma modélisation, j'ai 2D, 3D, j'ai ma représentation des systèmes qui tapissent mon territoire. Mes infrastructures, mes ponts, mes réseaux, comme on évoquait tout à l'heure, mes bâtiments, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce qu'on développe chez Cyradiel, c'est qu'on va exploiter ce modèle à des fins de scénarii. C'est-à-dire qu'on a un moteur, on a développé notre propre moteur de construction de scénarii qui vont me faire des interactions logiques entre les systèmes qui tapissent mon territoire. Je vais prendre un exemple très concret. Vous avez une rivière qui traverse ma ville. Il y a des digues qui permettent de retenir jusqu'à une certaine hauteur d'eau. Qu'est-ce que je redoute? C'est que la rivière monte et que ça déborde. Donc je vais me servir du jumeau numérique pour aller voir les hauteurs d'eau en fonction du débit de la rivière et les zones impactées. Parfait. Je peux le visualiser à l'écran. Parfait. Mais maintenant, je vais peut-être regarder mon plan local d'urbanisme pour aller urbaniser où il ne faut pas, et ainsi de suite. Et puis je vais mettre en place des moyens pour mieux maîtriser mes scénarios en amont. Ok, je continue mon raisonnement. Mais derrière, la zone inondable, tiens, il y a une armoire électrique dans cette zone inondable qui alimente tel tronçon de mon réseau de tramway. Ça veut dire que si j'inonde, je perds l'alimentation de mon réseau. Est-ce que j'ai une alimentation secourue? Et si ce n'est pas secouru, je perds mon réseau, je perds mon tram. Et si je perds mon tram, les gens vont prendre la voiture. Et je fais exprès de vous emmener sur la notion de scénarii et d'interaction entre les fonctionnements de mes systèmes. Et ça, c'est ma casquette risque manager qui reprend le dessus, parce que là, on a développé ce moteur-là, et on produit aujourd'hui, à titre d'exemple, des indicateurs de résilience. C'est-à-dire qu'on va se servir de cette modélisation, du jumeau numérique, bien évidemment, qui est la base, le socle, mais derrière, on va faire ce type d'analyse. Et notre moteur, par exemple, permet
de faire des indicateurs de résilience temps réel. Je m'explique. Je reprends ma rivière. Derrière, j'ai mis une digue. J'ai mis des zones ou des tampons pour, si ça monte à telle hauteur, je ferme le tampon et ça va à tel endroit, ça ne va pas ailleurs. J'ai mis des actions. Eh bien, nous, on met des fréquences d'occurrence sur ces événements, on met des poids sur les barrières qu'on a mis en œuvre et on calcule un indicateur de résilience à un instant T qui tient compte de l'interaction de ces systèmes, des scénarios et des mesures que j'ai mis en œuvre. Mais ces mesures, on les alimente comme dans une GMAO, dans un système de maintenance de ces moyens, temps réel. Ma digue, elle est entretenue, elle n'est pas entretenue. Mon capteur, il me donne une donnée, il ne me donne pas une donnée. Et ça, si ça dysfonctionne, ou si ce n'est pas fait de manière optimum, ça ça augmente mon indicateur de résilience. Et donc, je fais vivre des indicateurs de résilience temps réel par rapport aux fréquences d'occurrence des événements. J'ai une manifestation dans une ville qui va aller de là à là. Je redoute des scénarios sur son trajet. Mais quand ma manifestation est finie, voilà, mon indicateur de résilience, il va évoluer. Donc je mets ma manif, je mets mes scénarios, je mets mes barrières, elles sont opérationnelles, pas opérationnelles, et je fais vivre comme ça. Et je pense que c'est une approche aussi complémentaire, je suis un peu bavard, mais qui permet, parce qu'on dit j'ai mon jumeau numérique, mais souvent je superpose de l'information, et c'est à moi d'aller peut-être superposer les bonnes couches pour faire la bonne analyse. Faire le lien. Ouais. Voilà. Alors que si vous avez travaillé en amont sur ces scénarios, vous les avez travaillés, vous les avez validés, vous les avez alimentés, eh bien derrière, vous avez un véritable outil d'aide à la décision par rapport à le temps de paix et par rapport au temps de crise. Où, quand mon capteur me dit que la rivière est à 5,60 et qu'à 5,65 elle va déborder, ben là, je vais voir l'ensemble des effets dominos que je regoute. Est-ce que mes moyens sont opérationnels? Quels sont ceux que je vais gérer? Donc là, on va pouvoir, excusez-moi d'être bavard, mais on va pouvoir exploiter les données, préformater, aider à la prise de décision par ce moteur de jumeaux logiques qui vient se coupler aux jumeaux numériques. C'est fini, excusez-moi d'être... L'apport par les usages. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions dans la salle, donc n'hésitez pas. Des questions ? Mais en fait, si je reprends une manifestation, je vais avoir son parcours. Donc, voilà, ma manif, elle va commencer là, elle va aller jusque là. Elle va emprunter normalement ce parcours-là. Donc, je vais faire une analyse en chaque point successif de mon parcours, des scénarios que je redoute, qui pourraient arriver, que mes manifestants pourraient initier. Pas obligatoirement par acte volontaire, mais le simple fait d'avancer, d'obstruer les rues parallèles va avoir un impact sur ma circulation. D'accord ? Donc je vais faire ce type de scénario en disant quand ils sont là, quand mon cortège est là, j'ai tel scénario qui peut se produire. J'ai mis tel moyen pour l'éviter. Donc j'ai du fonctionnement normal de ma manif le long de son trajet. Par contre, je peux aussi faire une analyse en matière d'actes de malveillance, malheureusement. J'ai une armoire électrique qui est le long de mon trajet. Si on se met à la dégrader, je sais que le soir, potentiellement, je peux perdre l'éclairage de tout ce quartier parce qu'on m'a fait péter mon armoire. Donc je peux comme ça anticiper, prévoir des moyens, les prédisposer pour être le plus opérationnel derrière par rapport à l'occurrence de l'événement. Mais ce qui est fondamental dans ce que je dis là aussi, c'est la capacité à faire remonter de l'information temps réel dans votre système. Je parlais du capteur de l'eau tout à l'heure. Mais si j'ai l'armoire électrique et puis si au niveau du centre, on me dit tiens, l'armoire, elle ne marche plus, ben je vais le lier à ma manif. Donc ça veut dire que tout ce que je redoute va être initié par l'information issue de mon capteur. Vous me suivez ? Il se passe ça, ah ben attention, ça va faire potentiellement ça comme effet domino. Et donc, est-ce que j'ai les bons moyens ? Est-ce que je ne réagis pas ? Est-ce que je suis bon ? Je ne suis pas bon ? Et ce qu'on couple à ça aujourd'hui, pour montrer tout le dynamisme qu'on peut faire, on coupe de la cinétique. Le facteur temps est fondamental. D'accord ? Donc, il se passe ça, eh ben, je redoute ça dans 4 heures ou dans 3 jours. D'accord ? Et donc, nous, on fait varier cette temporalité en fonction des occurrences et des moyens aussi de maîtrise des risques que je mets pour. Donc, l'aspect cinétique est fondamental. Merci. Dernière question ? Bonjour. Là, du coup, avec votre expérience,
sûr que oui. Je vais dire, au niveau de la complexité de la modélisation, prenez un bassin versant. Aujourd'hui, dire il va pleuvoir tant de millimètres d'eau sur tel secteur et ça va me faire 3 mètres d'eau dans ma ville en bas, je peux vous dire que mon modèle mathématique qui va me permettre de faire cette estimation-là, alors vous trouvez des choses sur le marché, mais quand vous fouillez, et vous n'avez même pas la nature du sol, c'est que la pente. Et puis on ne sait même pas s'il a plu, si le sol est déjà gorgé d'eau ou s'il n'est pas gorgé d'eau. La complexité là fait que souvent la modélisation 3D, enfin l'exploitation du modèle 3D à travers ces simulations est parfois impossible. Et sur cette problématique-là, aujourd'hui je sais comment certaines collectivités y répondent. Ils font des calculs a priori avant, on prend le temps de faire du calcul et des scénarios différents, et on met des capteurs à des endroits différents pour vous faire choisir le bon scénario. Vous me suivez ? Ça ne va pas alimenter votre calcul. Ça va simplement vous aider à dire c'est ce scénario-là le plus proche. Et donc, voilà les conséquences que ça va avoir. Donc, on arrive à trouver des solutions. Mais bien évidemment, en termes de modélisation, aujourd'hui, oui, il y a des systèmes très complexes et on va répondre par des choses parfois approximatives. Je compléterai la partie sur les cas d'usage. Ce n'est pas forcément impossible à faire, mais c'est plutôt les moyens qu'on y met pour arriver à les atteindre. Parce qu'il faut quand même des ressources. Pour avoir du temps réel, il faut des compétences sur le terrain, il faut une volonté politique. Il y a plein de facteurs qui font qu'il faut, pour qu'un jumeau numérique vive, que ces éléments-là soient alignés. Je pense que Tanguy peut plus facilement en parler que moi, mais en tout cas, moi, dans les petites organisations, les plus petits éléments, on voit que ça peut être le frein principal dans l'usage. C'est que tous les moyens ne sont pas mis en place. Une base de données, pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle vive. Et souvent, on se rend compte qu'on refait toujours les mêmes bases de données parce qu'on a oublié de les mettre à jour. Et c'est les mêmes problématiques, je pense, qui peut intervenir sur un jumeau numérique. C'est le faire vivre, et là, il faut des moyens. Et c'est une question de moyens, souvent. Oui, dans les villes, on voit aussi souvent que installer une innovation, c'est pas toujours très très facile, parce que la politique aime bien l'innovation, et les fonctionnaires parfois ne veulent pas changer la manière dont ils travaillent. Bien sûr, il y en a qui veulent le faire, il y en a qui ne voudraient pas le faire, comme dans toutes les organisations. Mais ça, c'est vraiment un problème de change management qu'on rencontre très très souvent. Merci. La table ronde se termine. Je vous propose de continuer à échanger après si vous avez d'autres questions. Je vous remercie d'être là, d'avoir écouté cette table ronde, et merci aux intervenants. Merci.